Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh, dearie me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 70 de C'est qui en pôle. Alors, pour le coup, on reprend les habitudes de l'année dernière, c'est-à-dire on est à distance avec ce soir. Melvin, comment ça va ? Ça va tranquille, merci et vous ? Tranquille ? Bon, ça va, tranquille. Olivier également avec nous ? Bonjour à tous. Bonsoir même. Et Pierre, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, ça va bien. Ça va bien ? Peinard ? Peinard, Ouais. Ça pourrait aller mieux, mais bon, on a eu quelques courses. Ouais, ouais. On va vite mettre les pieds dans le plat, on va dire. Pour les goodies, donc évidemment, vu qu'il n'y avait pas de course MotoGP, on va y revenir un petit peu plus tard. On a joué sur la course Moto2 et c'est Maxou qui a été tiré au sort, puisque du coup, vu que personne n'avait trouvé la bonne réponse, j'ai fait un tirage au sort parmi ceux qui ont répondu et c'est lui qui a gagné. Donc les goodies vont partir dans la semaine. Et on fait aussi un gros merci à Thibaut qui nous a fait un petit coucou sur Twitter. Donc on lui fait un gros bisou parce que c'était un petit mot super sympa. Et donc on va passer tout de suite aux news. Première news, donc la prolongation de Marquez pour 4 ans au HRC. Donc je suppose qu'il va y avoir quelques petits commentaires. Qui veut amener son petit grain de sel, les petits gars là ? Bah, moi je vois bien, j'avais pas Vas-y. marqué, mais c'est quand même assez historique qu'un pilote signe pour 4 ans dans une écurie. C'est dire si le HRC compte sur Marquez pour gagner 4 titres de plus, j'ai envie de dire. Ouais, enfin c'est incroyable. Tu vois, enfin quand on voit un pilote signer pour 2 ans, on se dit il est tranquille. Et là Marquez il signe 4 ans et 4 ans en plus c'est à partir de 2021. C'est Ouais, ça. donc enfin voilà, le gars il et en plus le montant est assez incroyable. Ah, c'est toi qui as signé le chèque ? Non mais il y a quelques rumeurs sur le montant du chèque Il y de a des Marquez. rumeurs, mais tu sais ce que c'est les Ouais, rumeurs. ouais, c'est vrai. Mais à mon avis, il a pas signé pour des cacahuètes, hein, c'est sûr. Il doit avoir beaucoup de signaux d'autres écuries. Et alors, il y a une deuxième info. Je sais pas, je crois qu'on en avait parlé, c'est que l'écurie Honda va changer de sponsor principal. Enfin, HRC va changer de sponsor, ça sera plus Repsol. Enfin, en tout cas, ils y réfléchissent. En tout cas, signer Marquez, ça donne peut-être un argument de plus pour le prochain sponsor, je sais pas. Ils vont se dire, on a Marquez, donc venez les gars. Ouais, enfin, c'est une belle info. On s'attendait pas à moins, cela dit. Après. Ouais, Melvin ? Bah, la signature de Marquez pour 4 ans, c'est juste fou. 4 ans, quoi. Habituellement, c'est 1 an, 2 ans. Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même pour un pilote, mais après c'est Marquez, on comprend qu'ils veulent le garder parce que c'est le seul pilote qui sait conduire une Honda. C'est clair. Donc Qui s'est gagné avec Ouais. une Honda. voilà, oui, qui s'est gagné avec une Honda. Donc du coup c'est voilà, il a bien su tirer son épingle du jeu et je pense que pour 4 ans ça va être assez impressionnant. Il va pas se reposer sur ses lauriers, ça c'est sûr. Il va pas être là pour se positionner. Enfin, on sait qu'il va jouer devant, quoi, ça c'est sûr. Bah oui. Mais 4 ans, ça fait vraiment beaucoup et tant mieux pour lui. Après, s'il se sent bien avec cette moto, ça veut dire que dans l'avenir, la moto, enfin, c'est pas que sur le pilote qu'il faut compter, c'est aussi sur l'écurie. C'est-à-dire qu'il fait confiance à l'écurie pendant 4 ans. Donc, Ah bah oui. Ouais, c'est clair. ça fait, c'est un pari à double tranchant, si je puis dire. Mais c'est à voir. Et, vous voyez Marquez sur une autre moto ? Ouais, bah ouais. Ok. Mais je vois pas Honda avec un autre pilote que Marquez. Donc Ouais. c'était clair que eux, ils voulaient absolument le garder à tous les moyens. Donc financier, pour le coup. Oui. Et oui, 4 ans, c'est surprenant. Hein. Mais bon, c'est l'un dans l'autre. Quand tu veux absolument garder un pilote, tu mets 4 ans. Du coup, bah voilà, forcément, ça gonfle le chiffre du contrat. Du chèque, oui. Ouais, du chèque, c'est mécanique. C'est clair. Puis voilà, quoi. Après, c'est leur histoire d'équipe, quoi. Oui, mais On verra. 4 ans, je pense que ça fait un peu beaucoup parce que même lui, il va pas se lasser, mais
Est-ce qu'il attend, il a pas l'air, attend pas que KTM refasse une moto pour retourner chez KTM, ses promis amours? Non, je pense pas. Non, c'était la blague. C'était une blague. Pierre, qu'est-ce qu'on dit? Je suis d'accord avec vous, c'est assez exceptionnel. Après, qui dans le paddock, à part Honda et Repsol, peut se payer à Marquez en termes de financier, hein, c'est des salaires hallucinants. Je suis sûr que Ducati aimerait bien, mais je sais même pas s'il serait capable d'aligner autant d'argent. Yamaha pourrait, j'imagine, mais Yamaha, le problème, c'est que avec Rossi dans les pattes, c'est impossible de signer à Marquez. Ah oui. Même en retraite, hein, je veux dire, tant que Rossi est dans les parages du box, ça va être compliqué. Il y aurait effectivement KTM Red Bull. On sait qu'ils ont une force de frappe très impressionnante. Mais après, la moto, même avec un Marquez, est-ce qu'elle pourrait gagner un championnat du monde? Des courses, sans doute, mais un championnat du monde. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas qui pourrait avoir Marquez dans ses rangs, en tout cas à la fin de 2024, du coup, après ces 4 prochaines années de contrat. Mais là, c'est parti pour durer. Il va faire quelque chose d'exceptionnel en termes de longévité aussi au sein d'une même équipe. Je sais pas s'il va battre des records, peut-être pas, mais en tout cas... Ouais, je pense que En tout cas, moi, je comprends tout à fait le move du HRC. Hein. Ils ont un pilote qui est champion du monde tous les ans quasiment sur leur moto. Leur intérêt, c'est de le prolonger. Hein. Et surtout l'année dernière, enfin, par premier ou deuxième. Voilà. Donc, on va dire qu'ils sont sûrs de pas trop se tromper sur la durée, quoi. Et puis, il est pas trop non plus là à se plaindre dans les médias qu'il y a un problème avec la moto. Je pense qu'il sait faire bonne figure devant les médias, même si en interne ça doit pas forcément être tous les jours rose, parce que même s'il arrive à la piloter, je pense qu'il préférait une moto plus facile lui aussi. C'est pas faux. Ouais, t'avais une petite news, Olivier, sur un Mallorquin, je crois. Ouais, absolument. C'est Lorenzo qui va nous faire une wildcard au Grand Prix de Catalogne. Si le Grand Prix a lieu, évidemment. Avec ce qui se passe en ce moment, on n'est pas sûr, mais on prie pour que ça arrive. Le plus important, c'est pas comme l'an dernier, quoi. Voilà, exactement. C'était une belle annonce, en tout cas, avec un drone et tout. C'était beau. Ouais, c'était beau. Du Lorenzo, comme j'aime. Mais on n'entendait pas très bien, c'était dans la rue. Il y a des voitures autour. Je pense pourtant qu'il a plus de moyens que nous pour faire du son. Culé. Ah, ça c'était cadeau. Et on va continuer avec les news. Donc Lorenzo Savadori qui va être pilote essayeur sur Aprilia en 2020, et on va faire un gros point donc sur le coronavirus, puisqu'il a déjà pas mal perturbé le début de saison. Donc ça a commencé avec du coup l'absence des MotoGP au Grand Prix du Qatar, puisque les pilotes étaient rentrés chez eux après les essais, mais le matériel était resté sur place, pilotes et évidemment les équipes. Par contre, les pilotes Moto2 et Moto3, étant donné que leurs essais étaient un petit peu plus tard, ils étaient pour la majeure partie, pour la totalité même, restés sur place. Donc, voilà, le pays qatari donc a interdit aux ressortissants étrangers venant d'Italie, je crois. Ouais, et Japon aussi après. Oui. Ouais, Italie et Japon, donc d'atterrir sur le sol sans avoir respecté une quarantaine. Donc forcément pour une grande partie du paddock c'était pas possible, donc du coup la course MotoGP a été annulée. Et donc ensuite assez rapidement il y a eu le déplacement de la course de Thaïlande qui doit se courir normalement mi-mars, du coup va être déplacé dans le calendrier, et là on est en train de discuter autour du quota, puisque début avril ça devait se tenir à Austin. Et il commence à y avoir des grosses annulations d'événements à Austin, notamment le South by Southwest, qui est un gros festival musique et art d'une manière générale, qui se déroule à Austin aussi. Et on parle aussi du Coachella pour être annulé. Donc voilà, du coup, c'est la grosse incertitude. Je pense qu'ils vont clarifier ça assez vite. Et le point supplémentaire, c'est qu'il y a quand même des régions italiennes, et pas les moindres, puisque ce sont celles qui abritent les sièges de Ducati, d'Aprilia et aussi de Valentino Rossi, donc pas très loin de Rimini, qui sont confinés jusqu'au 3 avril, sachant que le Grand Prix doit se tenir le 5, donc ça va être compliqué de ramener tout le monde pour courir le 5. Donc ça c'est la situation au point international, et au niveau national c'est pas mieux, puisque en France on a interdit depuis 2 jours donc les rassemblements de plus de 1000 personnes.
avec un impact direct sur le French Superbike qui devait reprendre en mars, les 24 heures du Mans qui doivent se tenir en avril, et évidemment le Grand Prix de France qui doit se tenir en mai. Donc pour le moment, il n'y a eu aucune information officielle sur ces événements, mais étant donné l'évolution de la situation, pour ceux qui ont des billets, il faut surveiller, quoi. Ouais, par contre, je crois que l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, c'est pas en espace confiné. Et du coup, il n'y a pas une chance que... Bah déjà, il y a une chance que l'épidémie évolue dans le bon sens d'ici... Bon, peut-être pas d'ici le French Superbike, mais au moins d'ici les 24 heures, je pense. Et le Grand Prix, c'est encore plus loin. Mais ouais, du coup, vu que c'est en extérieur, il y a peut-être une chance pour que ça soit conservé. Bah, il y a eu des communications de la part de l'ACO sur les 24 heures. Comme quoi, ils étaient en train de surveiller la situation, parce que effectivement, c'est lié aussi au confinement, enfin, au fait que les événements sont en intérieur ou pas. Mais bon, pour parler du foot, il y a le 8e de finale de Ligue des Champions qui va se tenir à huis clos. Ouais. Et bah, pourtant, c'est pas en confiné, c'est en extérieur. Donc, ouais, mais c'est Non, mais c'est ça. C'est demain et c'est 50 000 personnes, donc je sais pas si... Ouais. Enfin, on verra, mais... L'interdiction précédente, c'était 5000 personnes en milieu confiné. Mais là, la nouvelle interdiction depuis 2 jours, c'est 1000 personnes, tout lieu confondu, quoi. Ah ouais. Peu importe si c'est confiné ou pas. Moi, je devais faire une petite fête là avec des potes à la maison. On devait être à peu près 2000. J'ai dû annuler, quoi. Ah, t'as dû annuler. Chez toi, 2000 personnes? Ouais. Bah ouais, j'étais obligé, quoi. Non, je plaisante. Non, mais clairement, en tout cas, pour revenir un peu plus sérieux, bah, c'est vrai que déjà, de pas voir la MotoGP au Qatar en ouverture de saison, c'était assez bizarre. Ouais. Le fait que la Thaïlande se soit pris très rapidement pour décaler et du coup, ne pas perdre son Grand Prix cette saison, ça me paraissait extrêmement intelligent de leur part. Alors que j'ai plutôt l'impression que Austin, Termas de Rio Hondo en Argentine, tout ça, ils sont en train d'attendre le dernier moment, mais ils attendent et ils risquent de perdre du coup leur Grand Prix, quoi. Parce que plus tu t'y prends tard, au moins on pourra trouver une date pour toi dans le calendrier d'ici la fin de saison, si on doit annuler la date du mois de mars ou du mois d'avril. Mais surtout avec le calendrier déjà qui est bien chargé. Ouais. Ça veut dire que ça va se passer quand? Ça va se passer pendant la trêve d'été, ou bien ça va déplacer après novembre? Enfin, ça va être compliqué quand même. Hein. Après, donc il y a eu un premier remaniement du calendrier, c'est-à-dire placer la Thaïlande avant les courses outre-mer et avancer un petit peu Aragon. Comme on a eu en 2019 d'ailleurs. C'est ça, sauf qu'il n'y a plus qu'une semaine entre Aragon et la Thaïlande, ce qui au niveau décalage horaire, à mon avis, c'est... Ça va piquer, ouais. Après, ça devrait piquer. Ça va piquer un peu. Mais après, Spelata a dit... Après, entre ce qu'il dit et ce qu'il pourra faire, c'est une autre paire de manches, mais il a dit que s'il faut, on courra jusqu'à Noël, quoi. Donc, il y a une forte volonté de la Dorna de faire un calendrier à 20 courses. Après, MotoGP. Il y a aussi un enjeu financier, ils n'ont pas envie de perdre les 20 courses, hein, parce que eux, ils ont vendu des droits télé, des places et tout ça, donc c'est normal qu'ils veulent maintenir un maximum d'événements, ça c'est clair. Après, ils pourront peut-être pas le faire, mais ça c'est à eux après de discuter de tout ça. Hein. Bah, pour rebondir sur ce que disait Melvin, le problème de la trêve estivale, c'est que dans l'hémisphère sud, ce sera l'hiver, donc on peut pas trop rouler là-bas. Donc il faudrait décaler tous les grands prix européens sur l'été. Ceux qui sont en septembre, essayer de les faire plus tôt durant l'été, mais après, les circuits, ils ont déjà d'autres manifestations, et puis les gens, quand ils sont en vacances... ils vont pas sur les circuits. Voilà, ils vont pas sur les circuits, donc c'est assez difficile. Et deuxième chose, Espelata a aussi dit que si un seul pilote ou une seule team ne pouvait pas se déplacer par des restrictions de circulation, il ne pourrait pas y avoir de Grand Prix. Ce qui est logique. Donc, ce qui est logique, ce qui respecte l'équité sportive, mais ce qui est, en tant que pour les spectateurs et les téléspectateurs, c'est compliqué, quoi. Quand c'est on va dire un gros team, une grosse écurie, ok, mais si c'est un obscur team Moto3, bon. Ouais, mais ça, au moins, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est clair. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais sur le principe, je suis assez d'accord. Et puis, il y a une autre chose que vous disiez, en termes de gros sous. C'est vrai que bon, là, il y a qu'un GP, il a manqué qu'une seule course, donc voilà, mais si ça vient à avoir des annulations en cascade, les téléspectateurs, que ce soit envers Canal+, ou directement vers le site MotoGP.com, ils vont peut-être commencer à réclamer des remboursements total ou partiels de leurs abonnements.
Enfin, typiquement, tu payes pour 20 courses cette saison. Si t'en as 10, si t'as 10 courses, c'est pas pareil, quoi. C'est pour ça que je parlais de l'enjeu financier qui est tellement énorme. Parce qu'il n'y a pas que Canal+ et MotoGP.com. Il faut dire aussi qu'il y a tous les diffuseurs internationaux. Donc c'est colossal et ils peuvent pas se permettre de perdre des circuits. Donc c'est pour ça que la volonté, c'est vraiment de maintenir les courses le plus possible, quitte à déplacer les grilles de programme pour que justement ils puissent être diffusés. Bah, c'est là où se pose la question, est-ce que Dorna a un trésor de guerre ou pas, quoi? Ah, mais ils ont des assurances surtout. Ouais, mais les épidémies... Une suspense là-dessus, enfin, parce que ce que disait, ce qu'on dit beaucoup dans l'événementiel, en fait, c'est que les assurances, dans les événements, il n'y a jamais personne qui les prend. Pourquoi ? Parce que ça coûte le double du prix de l'événement. Voilà. Donc, ils préfèrent faire des places et ne pas rembourser les places, parce que ça arrive tellement jamais, si je puis dire, que de prendre des assurances et que l'événement leur coûte le double. Donc, j'espère pour eux qu'ils ont des assurances et j'espère que c'est bon, mais sur 80%, 90% des événements qui se passent en France, c'est comme ça que ça se passe. Donc bon courage. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça le décalage du calendrier, je pense que c'est plus... c'est une solution qui est beaucoup plus envisageable que d'annuler et de ne pas refaire, quoi. Voilà, déjà le Qatar, s'il faut ramener tout le monde au Qatar, tout le paddock MotoGP au Qatar pour faire une course, ça va un peu, à mon avis, ça va un peu gueuler. Hein. Non, pour celle-ci, je pense que c'est mort. Ouais. Pour celle-ci, je pense vraiment que c'est mort. Par contre, la solution qui pourrait être intéressante, c'est de les faire de suite partir en quarantaine dans le pays du prochain MotoGP. Et là, ça pourrait être fait. Comme ça, au moins, ils pourraient peut-être courir. Putain. Les mécanos, il y a déjà qui voient pas beaucoup leur famille. C'est clair. Mais bon, après, tout dépend des enjeux financiers. Ouais, est-ce que ça coûte plus cher de faire venir 14 jours quelqu'un dans un pays, ou bien est-ce que ça coûte plus cher de décaler, reporter, enfin bref. Ça, la Dorna pourra très bien voir. Ça fait beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup, oui. On va parler des courses quand même ? Ouais. Donc en Moto 3, en Q1, on a Rodrigo, Suzuki, Alcoba et Arenas qui passent en Q2 et c'est Lopez et Suzuki qui se sont un petit peu accrochés en fin de Q1. Il y a eu des petits gestes un petit peu comment dire ouais, ils sont un peu chauffés et on a Suzuki donc qui va quand même prendre la pole devant Fernandez et Arenas. En deuxième ligne, on a Binder, Ogura, Mazia et en troisième ligne, Mignot, Honshu et McPhee. Pour la course, donc les Moto 3 vont quand même lancer la saison, bien que les MotoGP courent pas. Et Suzuki donc tire l'avantage de la pole avec Arenas, Fernandez, Honshu, Arbolino et Ogura qui partent bien également. Binder et Mazia vont petit à petit passer aux avant-postes. On a un groupe d'une grosse dizaine de pilotes qui va se former. Sans que ce soit vraiment décisif, hein, c'est-à-dire que ça continue quand même à rouler pas mal en file indienne en tête de course, avec une tête de course quand même assez importante. Et à mi-course, on a Honshu qui a lâché prise, qui est 16e, et surtout, j'ai regardé vite fait Fenati, il était très mal placé, 22e, donc pas du tout dans le coup pour ce début de course. On a Suzuki, Fernandez et Arbolino qui vont passer la ligne en tête, mais ça bouge beaucoup devant. On a Vietti qui va chuter après un contact avec Alcoba. Et on va entamer le dernier tour avec Rodrigo en tête de course et Binder qui va chuter au T1, donc après un contact avec Arbolino. Donc c'est dommage pour le CIP qui tenait une bonne place. Binder, il était pas loin de faire un podium. Et donc Arenas et McPhee vont se détacher et c'est finalement Arenas qui va tenir bon et qui va s'imposer devant le pilote écossais. On a Mazia qui est 3e, mais il devra rendre une place parce qu'il a dépassé les limites de la piste. Ogura va donc prendre cette 3e place et Mazia va être reclassé 4e. Il va y avoir d'autres pilotes qui vont être sanctionnés, parmi lesquels Alcoba, Fernandez, Arbolino et Rodrigo, ce qui va un petit peu chambouler la suite du classement. Et au final, ce sera Suzuki 5, Rodrigo 6, Alcoba 7, Salach 8 et Foggia 9. Melvin, est-ce que tu voulais parler un petit peu des Moto 3 justement ? Alors oui, en fait, pour en revenir au Q1 avec Suzuki, il s'est passé un petit truc dans les paddocks que moi j'ai pas trop compris. Enfin, si vous pouvez me donner une petite éclaircissement, c'est il y a eu une incompréhension, je pense, avec le team manager et les mécanos. Suzuki est dans, enfin je refais la situation, on est dans le Q1, Suzuki à la pole,
c'est cool, très bien. Il va pour partir à 3 minutes de la fin, donc il va pour aller chercher sa moto. Et je sais pas qui est la personne, si c'est son chef mécano ou quoi. Enfin, j'ai pas bien vu la personne qui lui dit non, attends, la moto est pas prête. Ils font des derniers réglages sur la moto. Et le truc, c'est qu'il sort des stands à 2 minutes. Sauf que pour faire un tour, il faut 2 minutes 10. Donc il a pas pu faire un tour lancé, quoi. C'est ça. Et du coup, il a raté son dernier tour où il aurait pu améliorer. Heureusement pour lui, il a été qualifié. Mais je pense qu'il y a eu un petit cafouillage. Et j'aurais aimé savoir un petit peu si vous avez vu ce petit moment-là et savoir ce que vous avez compris. Apparemment, ils essayaient, de ce que j'ai vu, pardon, je vous coupe tous, mais de ce que j'ai vu, ils essayaient de vider le réservoir pour gagner le maximum de poids. Enfin, on a vu qu'ils avaient démonté le réservoir. Oui, j'ai vu ça aussi. Alors, c'est peut-être ça, mais en même temps, ils ont visiblement fait des réglages sur la suspension. Alors, mes connaissances en mécanique Moto 3 sont assez limitées, donc c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas, ils ont démonté le réservoir, ça c'est sûr. Le réservoir qui, pour ceux qui ne voient pas comment c'est foutu une Moto 3, est à l'arrière, et pas comme toutes les motos devant. Hein. Et voilà, les Moto 3 c'est sous la selle. Ouais, petite bourde hein, quand même. Effectivement, bon, ça a pas eu de conséquences, mais heureusement, ouais, c'est clair. Heureusement. Mais voilà, moi j'avais noté ce petit accrochage, enfin ce petit loupé d'équipe. C'est ça. Après, ça va dépendre aussi de, excuse-moi de te couper, de ce que le pilote a demandé en rentrant en box. Et peut-être que c'est son chef mécanicien à ce moment-là a demandé un changement sur la moto pour correspondre à ce que demandait le pilote, mais n'a pas forcément fait attention au temps qui restait, quoi. C'est ça. Bon, c'était le petit truc que j'avais noté qui était intéressant à avoir pendant cette période. Et sinon, je finis sur Suzuki, vas-y. c'est assez fou parce qu'il part quand même. Et il regarde même pas le temps qui lui reste, quoi. C'est qu'ils se sont même pas fait gaffe au temps. Ils regardent 2 minutes en principe, ils se disent bah on sort plus, quoi, c'est tant pis, on s'est foiré. Ouais, c'est pas la peine, mais il est quand même sorti en pensant qu'il avait le temps. Donc d'ailleurs on le voit, il arrive sur la ligne d'arrivée, il est surpris de voir le drapeau à damier. Il voit le drapeau, il fait c'est bizarre, ouais. Mais en même temps, en sortant à 2 minutes des stands, c'est sûr qu'il terminait pas. C'est sûr. Ah bah oui. 5 km. Moi, quand je l'ai vu reprendre la course, quand j'ai vu repartir, j'ai dit mais il va jamais faire son tour. Il claque un énorme temps dans le tour de sortie. Mais là, il faut passer sous les 2 minutes. Dans le tour de sortie, allez, claque. Sous les 2 minutes. Moins 1 minute 50. Il a battu le record de Moto 2 avec une Moto 3. Mais il sera pas compté, c'est con. Non, mais après, il est peut-être quand même sorti pour faire des tests. Mais ce que je trouvais ça bizarre en séance qualificative, surtout qu'il avait la position pour être en Q2. Mais heureusement pour lui que ça n'a pas roulé plus vite. D'ailleurs, en parlant de ceux qui ont roulé vite, vous avez vu un petit peu les qualifications sur la Q1 de Rodrigo et Suzuki qui étaient en Q1, qui ont fait une super Q1 et une super Q2. Du coup, en fait, les pilotes qui étaient en Q1 sont vraiment bien placés sur la grille après. Je trouve ça très très intéressant. Et moi, je trouvais que c'était vraiment ils ont fait pour moi un très bon week-end, en tout cas, sur ces deux pilotes. Et puis non, voilà, j'ai noté, moi, de mon côté, un petit truc intéressant qui est, on va dire, le classement rookie des pilotes Moto 3. C'est Jérémy Alcoba qui a fait 7ème et j'ai Denis Ocroux qui a fait 12ème, Unki Koni qui a fait 18ème, Ruiz Yamana qui a fait 20ème, Carlos Tatae qui a fait 21, Jason Dupasquier qui a fait 25 et Maximilien Coffier qui a fait 27. Donc je trouvais ça un petit peu, pour les mettre un petit peu à l'honneur. Moi, j'ai bien aimé la course de Denis Onkou qui a fait un très très beau départ. Il était très très bien dans les avant-postes. Et comme tu as dit, qui a lâché après. Et par contre, Jérémy Alcoba qui a fait aussi un très bon départ. Il était classé, je crois, 16e à 6 tours de la fin. Et qui a très 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 bien remonté. Et il a bien géré la fin de course. Ouais. Il a très très bien géré sa fin de course et qui a fini 7e. Moi, je trouvais ça très, très, très impressionnant. Et bon, par contre, très bonne course de John McPhee et, comme tu disais, très décevant de Finati qui est habitué au championnat et qui part 18e et qui finit 17e. Ouais, ça va être dur. Hein. Je pense que ça annonce là, c'est une saison qui va être complexe. Mais j'ai regardé un petit peu sur ce qu'il avait fait les années précédentes parce que bon,
on peut se fier un petit peu à ce qu'il a fait précédemment. L'an dernier, il a fait 18e, je crois. Et en fait, c'est des résultats en dents de scie sur ce circuit. Parfois, il est très bien classé, donc il est dans le top 5, top 6. Et après, derrière, c'est soit il est dans les avant-postes, soit il est dans ces positions-là qui sont limite hors classement, quoi. Donc, bon, Fenati, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est ça. C'est top 5 ou 20. Hein. C'est ça. Voilà. Là, on était dans le... on était dans le pas bon. C'est ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté, moi, pour la course Moto 3. Ouais, il y a eu aussi un petit rappel à l'ordre des team managers, hein, je crois, c'était en fin de FP3, et la direction de course a rappelé tout le monde pour leur expliquer que c'était pas la foire à la saucisse. Que l'aspiration au Qatar, c'est une tradition, mais il faut pas que ce soit partout le pareil. Donc il y a eu un petit rappel à l'ordre. Mais par contre, dans les qualifs, ils ont essayé de jouer de ça entre écuries. Hein. Ah voilà, donc oui, voilà. Quand c'est du travail d'équipe, je pense que la direction de course voit pas de problème, mais quand t'as 15 pilotes qui attendent qu'il y en ait un qui sorte pour lui sucer la roue, là ça pose problème, clairement. J'ai envie de dire c'est le jeu, hein, mais bon. Du moment qu'il se tape pas, parce que moi anecdote vraie, en promo sport, j'ai déjà vu des pilotes qui se tiraient, mais qui se tiraient réellement, donc c'est-à-dire qu'ils se prenaient sur les 125 promo sport, ils se tiraient les uns derrière les autres pour pouvoir gagner du temps. Donc l'aspi, pour moi c'est un petit peu le jeu de cette catégorie, mais bon, du moment qu'ils se touchent pas, pour moi il y a pas de problème. Pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a un petit mot à dire sur le Moto 3 ? Clairement, c'était. Je vais plus revenir sur la course en elle-même. C'était une course intéressante. J'ai bien aimé que ça chamaillait devant un peu pendant toute la course. On a vu quand même des sérieux challengers pour la saison. Je pense que principalement ils étaient là. On a vu quand même Denis Sonclou, on a noté qui s'est montré devant pour un rookie et pour un team qui débute dans la catégorie Tech 3. Faut le rappeler, la KTM, donc la KTM d'Albert Arenas, c'est quand même la seule qui est dans le top 9 et il gagne la course. Après, il y a que du Honda et la 10e, c'est Raul Fernandez aussi sur Red Bull KTM IO. Qu'est-ce que on pouvait dire d'autre ? J'ai bien aimé le week-end de Sergio Garcia. On se souvient qu'il avait très bien terminé la saison l'année dernière, il me semble, avec une victoire à Valence. Et là, en FP1, il fait le meilleur temps de FP1. FP2, il est devant. Enfin, il est dans le trio de tête. Après, il perd un peu en FP3 et en qualif. En course, il arrive quand même à se montrer. Et puis en fin de course, par contre, il va reculer pas mal. Donc, il finit 11e. J'ai un peu les mêmes remarques que vous sur Fenati, mais moi, j'y crois plus vraiment, Fenati, en Moto 3. J'ai vu l'année dernière, déjà, il a plus de mal. En plus de ça, malheureusement, c'est les seuls, son team, c'est les seuls du plateau à avoir une Husqvarna. Ouais. Donc, clairement, c'est une nouvelle moto, même si elle est proche de la KTM. C'est une nouvelle moto, donc c'est une nouvelle pièce, sans doute, à tester. C'est pas forcément évident quand il y a que 2 motos sur le plateau, comme celle-ci. Donc voilà, on a aussi vu le team CIP, le team français CIP aux avant-postes avec Darren Binder toute la course, qui s'est montré, on va dire, costaud. Malheureusement, à la fin, il chute suite à un dépassement un peu trop viril, peut-être. J'ai plus le nom du pilote en question. C'était pas Arbolino. Ouais, si, c'est Arbolino. C'est ça. On a les noms, voilà. Je vois ça. Et puis effectivement, comme l'a dit Melvin tout à l'heure, leur deuxième pilote, c'est Maximilien Koffer qui est un rookie. Donc il termine en fond de grille, mais c'était intéressant de voir ce que faisait Steam également. Une course intéressante pour débuter la saison, et puis surtout au moins avoir quelque chose à se mettre sous la dent en attendant le MotoGP. Si on a des courses cette saison, ouais. On passe au Moto 2 du coup. Donc en Q1, c'est Schroeter, Baldassari, Navarro et Ponce qui sortent et passent en Q2. On a Roberts en pole devant Marini et Bastianini. Navarro 4, Ben Snyder 5
et Gardner 6, Bezzecchi 7, Martin 8 et Baldassarri 9. Alors Sam Loves va terminer son week-end le samedi puisqu'il était en délicatesse avec une épaule blessée, donc qui s'était fait durant les essais hivernaux. Et moi j'avais noté un petit truc sympathique, c'est que John Hopkins, donc qui est un ancien pilote MotoGP, il a couru aussi en British Superbike en fin de carrière, il est coach pour les pilotes d'American Racing, dont Roberts, qui a fait la pole, donc c'était assez sympa de le revoir sur le paddock. Pour parler rapidement de la course, donc Marini va partir très fort avec Bastianini qui va lui emboîter le pas. On a Ramirez et Chantra qui vont chuter dans le premier tour assez vite. On a Roberts et Martin qui sont dans le coup. Et on a Gardner et Baldassarri qui vont être légèrement décrochés, mais pas quand même de manière significative. Fernandez va également chuter et le trio de tête va se former avec Marini, Roberts et Martin. Canet démarre bien aussi puisqu'il est 11e et on a aussi Bezzecchi qui est 7e on va dire au quart de course. On a un petit souci de Martin qui décroche à la 7e place. Il était dans le bon paquet de tête. Baldassarri est remonté à la 3e place et Nagajima 4e remonte lui aussi très fort. On a donc Baldassarri et Roberts qui s'emploient fort pour la 2e place et Roberts va prendre la tête à 6 tours de l'arrivée et Baldassarri va leur passer, on va dire, assez vite. Il va y avoir des très beaux dépassements dans les 5 derniers tours et c'est finalement Nagajima qui va prendre la tête et il va y avoir une très très belle fin de course. Et le pilote japonais va enfoncer le clou puisque dès qu'il va prendre la tête, il va mettre 8 dixièmes à tout le monde. Donc il va se mettre à l'abri et ça va être suffisant pour s'imposer devant Baldassarri et Bastianini qui va compléter le podium. Et on a Roberts qui va faire 4e, Gardner 5 et Navarro 6. On a Marini qui va chuter dans le dernier tour après un accrochage avec Dixon. Alors j'ai pas vu de suite à son poignet parce qu'il se tenait le poignet, donc je sais pas trop s'il y a du bobo ou pas. Melvin, tu veux nous parler un petit peu de la course ? Alors moi très belle course. Petit point Rookie ? Oui, alors petit point Rookie, oui, je vais commencer par ça. Petit point Rookie, on a Aaron Canet qui termine 8e, qui fait une très très belle course et qui s'est présenté sur les avant-postes. C'était vraiment vraiment intéressant de voir un Rookie dans cette catégorie-là. On a Andy Farid Adizira qui fait 22e. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la course de Lorenzo Della Porta qui fait 24e? Ouais, faut découvrir. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas facile. On a vu Martin l'année dernière, il avait un peu de mal aussi au début de saison, ce qui est normal. Hein. Ok, non, on en reparlera mi-saison. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense pour les rookies, faut laisser le temps. Oui, je comprends qu'il faut laisser le temps, mais quand on voit Aaron Canet qui a bien pris le pas, c'était vraiment. Il y a toujours des bons élèves dans la classe. Hein. C'est ça. Et puis il est plus expérimenté, Canet. Il a fait longtemps en Moto3. Ensuite, il y a Marco Ramirez qui chute et Kacha Daniel qui n'était pas présent, qui a chuté. Moi, je l'ai noté comme quoi il n'a pas terminé la course. Voilà. Et sinon, moi, j'ai noté quelque chose d'intéressant. Baldassarri qui était devant. Moi, j'ai noté aussi la qualif impressionnante de Marini et Joe Roberts qui font exactement le même temps. Et du coup, c'est Joe Roberts qui part devant et ensuite Marini. Sachant que Marini, il aurait pu battre le temps parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à passer la 6e à son tour de lancement. La 5e, elle rupte un peu et il passe la 6e à l'arrache. Il doit perdre 4-5 millièmes qui lui coûte la pole. Sinon, j'ai noté, moi, ce que j'ai revu, c'était la superbe course de Marini. Devant, et qui craque à partir du 16e tour. Et surtout qui chute. Qui chute. On a vu un petit peu dans l'écurie la déception de la course. Enfin, ils étaient vraiment déçus parce qu'ils le voyaient vraiment bien devant. Et là, le fait qu'ils chute, qu'ils finissent pas la course, je pense que ça leur a mis un sacré coup dur quand même. Sinon, oui, sur Baldassarri, moi, c'est ce que j'ai noté. Je reviens dessus. Il a fait une très belle course, très beau début de saison. Est-ce qu'il va pas nous refaire comme l'année dernière avec une très bonne début de saison et qui va peut-être après reperdre dans la fin de la saison? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement une possibilité intéressante. On sait qu'il a performé et qu'il a gagné au Qatar l'année dernière et après également fait des résultats. Il a gagné 3 courses sur les 4 premières
course de la saison. Bon, on va voir. De toute façon, ça se trouve, il y aura pas les mêmes tracés que la saison dernière. Si on perd Austin, si on perd l'Argentine et Jerez, ça sera forcément différent. Donc, à voir. Et puis, effectivement, c'est le mental qui semblait aussi en partie lui faire défaut en cours de saison l'année dernière. Donc, c'est un peu trop tôt pour se projeter, mais on pourrait éventuellement retrouver le même schéma, oui. Ensuite, j'ai noté donc sur les pilotes que je devais suivre, que j'avais noté en début de saison, qui était Baldassarri qui fait 2, Lutti qui fait 10, Garner qui fait 5, malgré sa grosse chute pendant le week-end, que vous avez repartagé, qui était vraiment, vraiment impressionnante. Ah ouais, il a deux doigts de se tordre la jambe sous la meule. Hein. Il se prend un gros high side. Et il se relève. Grosse chute, et à côté de ça, il fait des résultats. C'est vraiment. C'est un magnifique 5e place, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Merci l'équipementier de sauvegarder les pilotes. C'est ouf. Hein. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est Afi Saring. J'ai noté un petit peu ses résultats. Il fait 25 et en course 19. Je m'attendais un petit peu à mieux d'un pilote MotoGP. Étant donné qu'il a été recruté en MotoGP, je m'attendais un petit peu plus à le voir dans les avant-postes, même si en MotoGP, il n'était pas forcément devant. Et que c'est pas forcément une même auto, mais après c'est que la première course, il va peut-être, il va lui falloir du temps pour s'adapter à la moto. Il y a un paramètre en jeu quand même, c'est qu'ils ont tous les mêmes moteurs en Moto 2. Enfin, tout le monde le sait, mais je le rappelle. Et je pense que quand tu arrives de MotoGP avec des moteurs différents, il n'avait pas la meilleure meule du paddock, hein, loin de là, mais ça doit faire bizarre, hein, je pense. De se dire, là, j'ai pas de moteur, je peux pas regarder une place sur la ligne droite parce que j'ai le même moteur que tout le monde, en fait. Je sais pas. En fait, c'est surtout qu'il a plus de speed. C'est clair. Ouais. Désolé d'être sec comme ça, mais c'est vrai. Après, il faut voir les circonstances qu'ont amené Ciarine en MotoGP. Hein. C'est clair. Non, mais c'est là où j'allais en venir aussi. C'est le fait que c'était Folger, c'est ça ? C'est ça. Qui n'a pas renouvelé, qui a arrêté en plein milieu de saison, et du coup, ils ont essayé de trouver quelqu'un en catastrophe, et ils ont trouvé Afi Saring pour justement combler la place de Folger qui avait été laissée vacante. Et non, mais étant donné qu'il a été recruté en MotoGP, je pensais qu'en redescendant d'une catégorie, on va dire, pour laisser la place à quelqu'un d'autre en MotoGP, je pense pour se faire la main, je pensais le voir un petit peu plus aux avant-postes. Voilà. Si je peux réagir, vas-y. Ciarine, il a déjà fait 3 ans en MotoGP. C'est pas comme Lutti qui a fait 1 an et il est redescendu. Il a fait 3 ans. Donc, il s'est habitué vraiment à d'autres vitesses, une moto plus lourde, d'autres paramètres à prendre en compte. Donc, ça, c'est une chose. Et la dernière année qu'il a faite, clairement, il était... alors, il avait peut-être pas lâché, mais il était en déshérence totale, quoi. C'est-à-dire que il a fait sans doute des déclarations beaucoup moins fracassantes que Zarco, mais clairement, c'était dans le même, il était dans la même mouise que lui. Hein. Il savait pas du tout piloter cette moto, et il était un peu perdu, le pauvre. Donc, le fait de redescendre dans un team Moto 2, ça va lui demander un temps d'adaptation, et on va voir ce que ça va donner. Après, il faut également préciser que c'est un des rares du plateau. Ils sont 4 à rouler sur un châssis speed-up. Ça excuse pas tout, hein. Mais la plupart sont en Canex aujourd'hui. Si je compare, effectivement, il y a Navarro qui roule sur Speed Up, qui a fait 6ème, donc voilà. Et Canet également. Donc Canet, lui, c'est carrément son coéquipier. Hein. C'est dans le même team, qui finit 8ème. Donc effectivement, il y a une marge de progression importante. Moi, ce que j'attends de lui, effectivement, cette année, c'est qu'il finisse devant Canet, hein, de son coéquipier, et éventuellement faire un top 10 au championnat du monde. Bon, c'est la première course, donc on verra. Je suis d'accord. Ouais, il y a toujours des descentes MotoGP, Moto2 qui sont compliquées. Hein. Quand tu vois des gars comme Barbera, il y a toujours eu des descentes MotoGP, Moto2 qui étaient limites. Loves n'a pas été non plus monstrueux quand il est redescendu. Il y a Cluty l'année dernière qui a quand même sorti son épingle du jeu. C'est les pilotes que j'allais nommer. Ouais, voilà, c'est ça, okay, comme t'as dit, mais c'est pas une garantie de résultat, hein, de redescendre de GP. Comme non, tu l'as dit, Pierre. Je demande pas une garantie de résultat, je demande juste d'être faire un top 10 ou au moins dans les qu'à la première course, c'est clair. Temps d'adaptation à la moto et tout. En plus, un week-end un peu particulier ou pas de MotoGP, peut-être des repères aussi il y a plein de repères qui changent.
Je sais pas, je m'interroge. C'est tout. Mais on verra. Hein. Enfin... Oui, on verra. Ouais. Après, si effectivement, au bout de 10 courses, il fait toujours 25 au qualif et 19 en course, là, on pourra dire que, que soit sa moto est un tréteau, soit il sait pas la piloter. Non, puisqu'il a la même que Canet, et Canet, il se déploie. Voilà. On verra. J'espère que ça ira mieux sur la suite, en tout cas. Si on a fait le tour, on va passer au point championnat. Donc évidemment, c'est le classement des courses. En Moto 3, donc Arenas en tête avec 25 points, devant McPhee avec 20 et Ogura 16. En Moto 2, Nagajima en tête devant Baldassari et Bastianini. À noter que Nagajima a remporté la course. C'était pile poil 10 ans après la victoire en Moto 2 de Tomizawa. C'est ça ? Exactement. Ouais. Sur le même circuit, 10 ans après. 10 ans après. On va passer donc au Superbike et au Supersport. Tu veux nous en parler un petit peu, Olivier ? J'étais en manque de moto. Enfin, je pense qu'on était tous dans le même cas. Donc, je me suis rattrapé avec le Superbike et le Supersport. Donc, c'est c'était exactement. Donc, ils ont roulé une semaine avant Moto 2, Moto 3 à Phillip Island en Australie. Donc, magnifique circuit. On en reparlera après, mais je voulais juste dire un petit mot sur la réal de la course. Enfin, en tant que spectateur, quand tu compares ça même avec la Moto 3, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, on sent que c'est un peu plus amateur. Un peu plus... Ouais, il n'y a pas les mêmes moyens. Il y a moins de caméras, c'est ça. Tu vois la différence, clairement. Bref, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et le circuit Phillip Island est toujours très joli à regarder. Donc, on va passer aux courses. Donc, la première course du championnat du monde Superbike. On a une fin, ça se termine avec Razgatlioglu, Lowes et Redding, un podium très serré avec seulement 7 millièmes entre Razga et Lowes. Et Redding juste derrière avec 36 millièmes. Tu allais dire quelque chose ? Ouais, c'est pour dire que il me semble que c'est Van der Mark qui est pas très loin non plus derrière, franchement. Et puis Rea avait vraiment de la vitesse, mais il nous fait un peu comme une Marquez, il me semble, en Argentine en 2018. Ouais, il chute. En fait, il se fait pas mal bousculer, il chute et il remonte sur la moto, il repart de derrière et on remonte tout le monde en poussant les gens. Et là, il chute définitivement et il doit abandonner, quoi. Mais il avait une belle vitesse sur cette course, mais malheureusement, il a pas pu finir. Ok, on passe à la course sprint. Donc on a une chute de Bautista en début de course, Bautista qui part de loin, qui remonte fort, mais qui apparemment pousse trop. Bass qui se bat pour choper le trio de tête, Razgatlioglu, putain c'est pas facile à dire. Redding et Rea, il les rejoint après une grosse attaque de Redding, mais se fait passer par Lowes quelques virages plus tard. Donc au final, on a Rea, Razga, Redding et Bass 7ème. Un petit mot à dire sur cette course sprint, elle était sympa. Hein. Enfin, moi j'aime bien ce format. Format cool. Ça se bagarre bien. Bon, en Superbike, ça se bagarre de toute façon, hein, même quand la course dure 20 tours, mais là, ouais, c'est rigolo. On passe à la deuxième course du coup. On a une grosse course de Loris Baz qui essaie de remonter pendant la deuxième course, donc il prend même la tête à plusieurs reprises avec des belles bagarres avec Rea. Malheureusement 3 tours avant la fin il se fait sortir par Razga, mais sans chuter il réussit à traverser les graviers et revient dans la course. Il finit 8ème. Belle course aussi cette deuxième course avec des gros combats, ça se touche, ça se bagarre. Et je reviens sur Loris Baz qui a pas peur de doubler Rea quand même. Il était impressionnant. Enfin, Rémi Tissier aux commentaires en sport était fou, mais c'est vrai que la bagarre était impressionnante. On l'aurait pas vu faire ça l'an dernier par exemple. Et là, on voit qu'il a gagné en maturité, peut-être en punchy, et c'était vraiment cool à le voir se battre. Alors malheureusement, effectivement, c'est l'effet de course. Hein. Il se fait sortir, je crois que c'est au virage 9 à l'extérieur. Parce qu'il sort un peu large, mais Razga aussi, du coup il se fait sortir, il arrive à traverser le bac. Pas mal quand même de finir 8ème en traversant un bac, hein. C'est quand même un résultat propre. Non, rien de particulier. Moi j'ai trouvé que c'était en Superbike une belle entrée en matière avec justement des
des pilotes qui ont pas mal performé sur leur nouvelle moto, notamment Razgatlioglu et Redding aussi qui a été constant sur le week-end. C'était pas mal, c'était bien, c'était bien. Un petit peu déçu par Bautista, je l'attendais peut-être un petit peu mieux, mais bon, vu que c'est aussi une nouvelle moto, on va laisser un petit peu le temps de maturer, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne reprise pour ça, et surtout pour Baz, parce que quand on l'a vu à Manicourt, clairement il fondait beaucoup d'espoir sur cette saison 2020 donc, puisqu'il avait rejoint donc Tenkate en cours de saison, donc il y avait eu un travail d'adaptation qui avait été important pendant la saison. Il savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire en intersaison, et là les résultats de Phillip Island montrent que ça paye, et on espère le voir vraiment aux avant-postes régulièrement. Et c'est bien, quoi. Moi je trouve que c'est bien, parce que c'est un pilote qui est d'une part très sympa, puis deux, qui a jamais eu vraiment tu vois, en MotoGP chez Avintia, il donnait le maximum sur sa moto, et à l'époque il avait pas, techniquement il avait pas le package pour faire quelque chose de mirobolant, et il a fait pourtant de très belles choses sur cette moto. Et voilà, il mérite d'avoir du bon matériel et une bonne équipe comme il a chez Tenkate pour faire des bons résultats, quoi. Et j'espère que cette année ça va payer. Pour revenir à la course 2, Toprak en fait, Toprak tombe en panne d'essence au 20e tour, et à ce moment-là, Loris Baz il est légèrement sur l'extérieur dans sa roue, et il tombe en panne d'essence du coup. Ouais, donc c'est Toprak qui tombe en panne d'essence, et Baz est obligé de faire tout droit dans les graviers pour l'éviter. Donc Baz peut reprendre la course, mais il a perdu pas mal de place. Le team Patayama s'est excusé auprès de Toprak parce que clairement, il perd potentiellement la première place, mais il perd au moins la 5e place, donc 11 points, ce qui n'est pas rien au championnat du monde. Donc voilà, grosse erreur pour un team officiel. C'est pas rien du tout. Et je vous rejoins un peu sur ce que j'ai pu entendre de vos commentaires. C'était vraiment des belles courses. Je suis content de voir que ce soit Redding, Lowe ou Razgatlioglu qu'ils arrivent sur cette moto, ou leur team, là, leur nouvel team, et qui performe tout de suite. Même Aslam chez Honda, clairement, il a fait des belles courses, meilleures que Bautista selon moi, quoi. Donc c'était très très intéressant de voir ces courses Superbike. Ouais, et puis une belle homogénéité entre les marques aussi, entre les écuries. On a vu les Honda assez bien marcher, surtout sur la course 1 de mémoire. Voilà, ça s'annonce pas mal. Hein. Ça s'annonce pas mal. Encore une fois, les Yamaha aussi marchent bien. Kawa évidemment marche toujours très bien en Superbike. Ça s'annonce pas mal du tout ce championnat. Ouais. Et puis on a vu aussi BMW avec Saik, notamment en course 1 et en course sprint. On sait qu'a priori, c'est ce que tout le monde dit, que la BMW a un châssis extraordinaire, mais apparemment ils savent toujours pas bien gérer leurs pneus. Donc s'ils arrivent à trouver le réglage, pourquoi pas, quoi. Alors on va faire le point classement général. Du coup, on a Lowe's premier du classement général avec 51 points, Redding deuxième 39 points, et Razgat 34 points juste derrière, et Baz du coup est 7ème, premier indépendant. Donc on va passer maintenant au Super Sport 600 avec petite précision. Donc les pilotes devront s'arrêter au stand pour changer de pneus, puisque on a un revêtement qui est un petit peu trop agressif pour les pneus. Et donc sur les 16 tours de course prévus, le train ne pourra pas faire plus de 10 tours. Donc il y aura un changement obligatoire. Et donc Krummenacher qui court avec le numéro 1 loupe son départ. En fait il le vole et il veut le rattraper, et il se loupe complètement. Et il va chuter donc dans la foulée, course terminée pour le champion du monde en titre. On a Locatelli qui va vite prendre les commandes devant Mayas et Cluzel, et l'Italien on le reverra pas. De Rosa sur MV Augusta est deuxième, assez solidement accroché à cette place, et il y aura des pénalités distribuées parce qu'il y avait un temps minimum d'arrêt au stand à respecter. Donc pour éviter que ce soit des arrêts au stand type F1 où il y a du temps à grignoter à droite à gauche. Et donc dans l'affaire, Cluzel va perdre 8 centièmes de seconde et Vignales va perdre 9 secondes 6. Donc clairement il est parti beaucoup trop tôt par rapport au temps minimum.
Et ça changera pas grand-chose au classement, donc cet arrêt au stand. Donc Locatelli mène devant De Rosa et Cluzel, suivi par Mayas et Perolari. Donc dans le dernier tour, le pilote du GMT, donc Perolari, va quand même bien titiller Mayas, et c'est lui qui va tirer son épingle du jeu puisqu'il va prendre la 4e place, et donc Mayas la 5e. Donc au général, on a Locatelli en tête devant De Rosa et Cluzel. Un petit mot sur cette course. On voit que son entraînement de l'été, de l'hiver, a bien marché. Pareil que Bas tout à l'heure, hein, quand on le voit se battre avec Mayas, c'est super course, quoi. Il y a un an, on ne voyait pas à ce niveau-là, donc je suis super content pour lui. Juste un petit point règlement, je trouve c'est un peu con cette histoire de temps minimum d'arrêt au stand, surtout qu'il est vraiment long, quoi, le temps minimum. Hein. Il est vraiment long. Ils ont le temps de boire un café au stand, fumer une clope. Je sais pas. Alors c'est peut-être parce que je suis fan du GMT que j'ai envie de voir le GMT battre tout le monde au stand, vu qu'ils ont l'habitude en endurance. Ouais, donc l'idée c'est vraiment d'éviter que le classement de la course se fasse au stand. Justement, de faire en sorte que tu prends un temps long, de manière à ce que si tu vas un peu plus vite, tu bois un coup, tranquille. Ouais, voilà, tranquille. Ouais, je comprends. Non, mais voilà, c'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est de faire de la vitesse. Donc, y a pas de difficulté. Ouais. Et je parlais de réalisation audiovisuelle tout à l'heure sur le Superbike, et là sur le Supersport, c'était encore pire. Là, au stand, on voit qu'ils sont vraiment pas habitués à filmer ça. Hein. On avait juste un plan. Non, on avait juste caméra, un plan au téléobjectif super. C'était très moche, mais j'espère qu'ils vont un petit peu s'améliorer. Après, c'est les droits de diffusion. Hein. S'ils arrivent à vendre ça, forcément, ils auront plus de moyens pour mettre plus de caméras et ainsi de suite. Quoi. Le MotoGP, à côté de ça, est beaucoup plus diffusé. Déjà, Canal+, ils ont mis du temps à prendre le pas. Maintenant, s'ils doivent faire après toutes les déclinaisons, t'imagines un petit peu, c'est comme s'il y avait le foot qui faisait la Ligue 1, la Ligue 2... etc. Quoi. Ils ont lancé la chaîne Canal+ MotoGP. Il pourra peut-être penser à la chaîne Canal+ Moto tout court, hein, puis on aura des courses tout le temps, hein, toute la semaine. Ça va baisser notre productivité au taf, je pense. Mais... Dans ces cas-là, Canal+ diffuse absolument tout. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, je regarde la course Supersport de 2014. Philippe Island, fous-moi la paix. Attends, il y a le Hama qui démarre. Ah oui, le Hama, putain, c'est... Il y a le Superbike brésilien, t'inquiète. J'ai vu quelques images, là, c'est impressionnant aussi. Ah ouais. Oui. Ouais, le mieux, c'est le British. Mieux, effectivement. Si, la dernière petite news, c'est que justement, le paddock Superbike est lui aussi à l'arrêt, puisque l'étape Qatari, qui devait se courir donc le week-end qui vient, donc le week-end du 15 mars, a été reporté. Donc là, il va y avoir une date à trouver au calendrier. Après, voilà, le calendrier Superbike est quand même un petit peu plus léger. Donc, je me fais je pense que ce sera plus facile pour eux de retrouver une date. Mais clairement, pour les mêmes raisons, donc le paddock Superbike est à l'arrêt aussi. Déjà, on a vu que Locatelli, clairement, il avait une moto qui roulait beaucoup plus vite que ses concurrents le week-end. Donc encore, le team Bardal, ils ont su trouver les ressources pour aller chercher du développement moteur. Cette année, il est tout seul. Enfin, c'est un team avec une seule moto, donc clairement, il va falloir le surveiller. Également une belle vitesse de pointe de la part de l'AMV. Après, on sait qu'elle n'est pas allée sur tous les circuits, donc sur la saison, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour De Rosa. Cluzel, Perolari, ils sont dans ce qu'on attend d'eux, avec Mayas également. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté l'autre français de la catégorie qui débarque du Supersport 300, donc Andy Verdoya, qui a été qualifié 18e, qui finit 15e, donc c'est pas évident de monter de catégorie, donc dans un petit team qui se lance également, le team Blue Crew, donc à voir. Et enfin, j'ai noté Kanonchu, donc le transfuge du Moto 3, dans un team spécialement monté pour lui, qui finit 11e de la course, donc c'est pareil, c'est honorable, il est encore super jeune, donc à voir ce que ça donne sur la durée. Et Krummenacher, donc le champion du monde qui a osé du coup prendre le numéro 1 cette saison. Il a le droit. Il a le droit, mais il le mérite, hein, mais ça fait bizarre de voir un numéro 1 autre que sur la moto de Réa. Du coup, malheureusement, il finit pas la course, quoi. Tout de suite, il tombe.
Donc c'est dommage, on verra sur les prochaines courses. Ah ouais, la MV Agusta, elle tourne bien quand même. Hein. Ouais, mais elle a toujours bien roulé, elle a une belle vitesse, mais des fois ils ont des problèmes de gestion. Ouais, des problèmes de fiabilité quand même. Ouais, de fiabilité, etc. Bon, sur ce, est-ce qu'on a fait le tour d'un petit peu tout ? Je voulais faire un petit mot sur le coronavirus, qu'on n'a pas dit. Alors ça fait chier tout le monde par rapport à notre passion qui a regardé de la moto, mais c'est pas la peine de gueuler sur les gens, sur les pilotes, sur les teams, sur les journalistes. C'est quand même une situation assez grave, il y a des milliers de morts, donc même si on peut toujours relativiser face à d'autres maladies, je peux comprendre aussi que ça reste qu'un sport, qu'une passion, et il faut pas forcément s'énerver autant. Si des courses, tant qu'il y a de l'essence à la pompe et qu'on peut rouler nous, franchement. Oui, et puis l'essence c'est moins cher. Petite anecdote que j'ai vue qui a rien à voir avec la moto, mais qui était sympa par rapport à ça, par rapport au coronavirus. Il y avait un match qui se jouait, un match de foot qui se jouait à huis clos. Et c'était Cristiano Ronaldo qui sort des vestiaires et qui va pour checker des gens, mais checker des gens imaginaires en fait. C'était assez drôle vu le contexte, je trouvais ça. Et là en Ligue 1, il y a un speaker qui après un but veut faire parler le public sur le buteur. Et là c'est magnifique aussi ça. Ah oui. Et c'est qui c'est ? Ah putain, il y a personne les gars. Et c'est Michel. C'est Michel. Je vous le conseille sur Twitter et je pleurais de rire. Regarde ça. C'est pas mal, ouais. Voilà, pour dire que le coronavirus c'est un peu galère pour tout le monde et qu'il faut prendre le mal en patience et attendre que ça passe, quoi. Voilà. En espérant que ça chamboulera pas trop le calendrier MotoGP à voir pour la suite. Normalement, ce qui est prévu, le prochain, ça serait... le prochain, en théorie, c'est Austin. Austin, voilà. En espérant qu'il soit maintenu. S'il n'est pas maintenu, ça sera l'Argentine, c'est ça ? Ouais. C'est censé être l'Argentine, ouais. Mais bon, après, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Argentine pour revenir en Europe juste pour une course, financièrement ? C'est les Qataris qui payent la logistique. Hein. Quoi, c'est vrai. Faudrait dire ça à l'Emirati, alors. C'est clair. Après... Déjà qu'ils ont un match à huis clos dans 2 jours au Parc des Princes à cause du coronavirus. Ça c'est... C'est sûr que partir de l'autre côté du monde pour peut-être une course, ça serait compliqué financièrement, quitte à faire des économies, autant à ramener tout le monde en Europe pour la suite, si l'Europe est maintenue. Une petite dernière info sur le coronavirus que je viens de voir passer. L'Italie vient d'annoncer la quarantaine totale pour le pays total. Donc les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf travail et santé. Voilà. Et ils ont même prévu un délit, une amende pour les gens qui sortent quand même. C'est ouf. Ouais, c'est chaud. D'accord. Ouais, là, c'est chaud. Ok. Donc, c'est le pays complet qui est en lockdown. Donc, faites vos réserves de mozzarella et de parmesan, parce que sinon... Gardez vos micros, surtout. C'est clair. Désolé de plomber l'ambiance, hein, mais... Ouais, mais après, c'est ce qu'on s'était dit aussi sur Discord notamment, c'est qu'ils vont pouvoir continuer à travailler sur les moteurs jusqu'à la première, les premiers essais du prochain Grand Prix. Donc là, je pense que Ducat, toutes les marques italiennes, elles vont avoir le temps de bosser les moteurs un peu plus sur les GP. Ouais, tu fais bien de me le rappeler. Effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais le règlement ne donne pas une date limite en termes de date calendaire en disant c'est avant le 15 mars, vous devez avoir validé votre moto pour que les moteurs soient scellés. C'est vraiment marqué dans le règlement sous la forme de avant le premier jour des essais du premier événement. Donc en fait, si le premier événement c'est le 30 mai, en gros au matin du 30 mai, il faut avoir validé les moteurs et scellé. Et en ce temps-là, tout ce qui est développement peut continuer à avoir lieu sur la moto. Après, comme disaient certains journalistes aguerris sur Internet, le problème n'est pas tant le développement, c'est de pouvoir tester les améliorations. Et là, c'est plus compliqué. Par contre, sur l'aérodynamisme, avec les bancs d'essai, tout ça, les souffleries, ça peut quand même être testé, mais le toucher au moteur, c'est quand même un peu plus risqué. Oui, même il faut les gens pour faire tourner la soufflerie. En plus, ils sont en Italie. Ouais. Mais ils ont ça va être compliqué quand même.
D'après le décret pris par le Premier ministre. Ils ont le droit d'aller au travail quand même. Mais ouais, c'est chaud. Affaire à suivre. Bon, bah sur ce, salut à tous. Salut. Melvin, Olivier et Pierre. Bonne soirée, à bientôt. Allez, ouais, à bientôt, à la prochaine course.